Bonjour tout le monde. Bonjour Fawzi Ben Saïdi. Bonjour, Bonjour Tahar. d'avoir accepté d'être avec nous ce matin en visio pour parler de ton film Désert qui a été projeté hier soir. Euh, je dois te dire que c'était une soirée incroyable. La salle était comble. Je ne sais pas combien de places elle contient, cette salle. En tout cas, vraiment, c'est la grande salle, l'une des deux grandes salles. Je pense même que c'est la plus grande salle du César. Il y avait un monde fou. Moi, j'étais derrière. Et je n'ai vu personne sortir avant la fin. Ah, merci pour toutes ces Et à informations. la fin, quand les gens sortaient, je lisais sur leur visage euh, ce que pourrait un film comme Désert pourrait faire comme effet sur leur expression. Ça m'a été confirmé durant le petit débat que j'ai quand même pu avoir avec ceux qui sont restés. Et puis voilà, c'était un événement. C'était Ah, un événement. super. Merci, C'était merci. Je un suis très heureux événement. de ça. Bon, on comprend très bien que tu sois pas là, tu vas l'expliquer. Et puis tu t'es expliqué à distance à travers ce joli euh, cette vidéo qu'on a montrée en avant-programme. Et puis voilà, de toute façon, Fawzi Ben Saïdi, j'avais même pas besoin de te présenter. Tout le monde te connaît ici depuis le début. On connaît tes films, on les apprécie beaucoup. Ce qui ne va pas nous empêcher quand même de te demander, parce que c'est quand même important le parcours. Ton parcours, tes activités, ce que tu as fait, peut beaucoup, à mon avis, nous éclairer aussi sur ta façon de faire, ta manière de ton approche cinématographique, etc. Tu es né en 67, enfin tu fais partie de cette génération. Ça, laisse-moi le dire, excuse-moi, parce que je sais que tu as assez de pudeur pour ne pas forcément le préciser. Tu fais partie d'une génération, je vais citer 2 ou 3 cinéastes. Euh, Gilani, même s'il y a quelques petites différences pour la Tunisie, on a Gilani Saadi, on peut penser à l'Égypte, à Brahim Batout, et en Palestine, Ilia Soleiman. Et quand on connaît le cinéma, les films de ces cinéastes, on voit bien qu'il y a eu un changement à ce moment-là. Il y a eu un changement important quand on vous envisage ensemble. Hein. Mais il me semble, en tout cas ça c'est mon avis à moi, personnel, que tu as, ouvert une voie. Ça c'est absolument clair. Moi qui ne suis pas jeune, donc j'ai accompagné enfin, toutes ces cinématographies depuis au moins les années 70. Et tu as ouvert une voie, dont on parlera hein, après, une voie dans la façon de représenter on va dire, la réalité de ces pays, et qui est une voie qualitativement, à mon avis, différente de celle qui a été jusqu'ici, je veux dire jusqu'aux années, à peu près à la fin des années 90, suivies. Voilà. Donc ça, permets-moi de le dire. Hier, j'ai dit, j'ai pas besoin de dire que c'est le porte-drapeau de toute une génération, et pas seulement d'ailleurs dans le monde arabe ou en Afrique. Enfin, même quand on envisage le cinéma un peu à l'échelle internationale, on voit très bien où tu es situé. Et voilà. Et puis depuis, évidemment, voilà, ça a continué. Et puis on a vu arriver d'autres cinéastes plus jeunes qui voilà, qui ont poursuivi ce chemin voilà, ouvert. Bon, après, peut-être as-tu, toi, quelque chose de très spécial à dire dans ton parcours qui puisse nous aider à, mieux te connaître pour avancer bien dans la discussion de ce matin.
Alors tout d'abord, vraiment merci. Merci pour ces nouvelles parce que savoir qu'il y avait un public aussi nombreux et aussi enthousiaste, même si ça me laisse une petite pique au cœur parce que c'était tellement prévu que je vienne cette année, tellement prévu et tellement bien prévu qu'arrive encore une fois, bon voilà, ce métier qu'on fait, où il y a beaucoup de moments de bonheur, mais il y a aussi beaucoup de moments de difficulté. Et l'une des difficultés, c'était par rapport à un autre film qui s'appelle Jour d'été, qui est une adaptation de la série Z de Tchekhov, sur lequel j'ai travaillé il y a un moment, c'est-à-dire que c'est un projet qui a commencé en 2019 et qui a eu beaucoup de problèmes de production, etc. Et donc, je me suis retrouvé obligé, pour des raisons longues à expliquer, mais qui sont liées au financement du film, à n'avoir que ce créneau de ces quelques jours cette semaine pour terminer le film. Et malheureusement, c'est tombé exactement avec la journée où je devais être. Donc, encore une fois, je suis vraiment désolé. J'espère qu'on se rattrapera à la prochaine édition d'une manière ou d'une autre. Donc, alors, pour revenir à la question de... Oui, alors, euh, c'est une question intéressante, c'est-à-dire il y a quelque chose à laquelle moi je n'ai pas évidemment pensé, mais là, d'un seul coup, quand tu parlais de Tahar, je me suis dit, oui, est-ce que dans le parcours personnel, il n'y avait pas quelque chose qui a provoqué ou qui a aidé, qui a fait que il y a quelque chose de personnel qui peut être très, très personnel. Alors là, c'est très, très, très personnel. Il y a le chemin solitaire qui était le mien, mais à plusieurs niveaux. C'est-à-dire pas que dans le travail, à la limite, mais ce chemin, cette, cette solitude comme manière d'être aussi, quelque part. Donc, j'avais ce sentiment de cette solitude un peu qui n'est pas lié, qui n'a pas été le résultat d'une envie de rupture. C'est-à-dire, il n'y avait pas un programme de rupture, mais c'était quelque chose de naturel. C'est-à-dire, je me trouvais dans un rapport au cinéma que je sentais un peu différent par rapport à la génération peut-être qui était avant moi ou qui était déjà là. J'avais un sentiment comme ça. Et il y avait aussi la solitude qui venait aussi du parcours, parce que moi, je venais du théâtre. Alors, ce qui est très étrange, c'est que moi, je voulais faire le cinéma dès le départ. Le théâtre est arrivé comme un accident de parcours, un accident heureux qui est devenu passionnant, mais qui n'était que la réponse possible à un cinéma impossible à l'époque. C'est-à-dire que moi, quand j'avais envie de faire du cinéma, on est à la fin des années 80, un peu, même au milieu des années 80, la situation est très, très compliquée économiquement sur la production des films et sur le métier lui-même. C'est-à-dire être cinéaste, même dans la société, n'était pas extrêmement bien vu. C'était un métier qui ne nourrissait pas son homme. Donc, du coup, j'arrivais dans ce métier-là et il n'y avait pas la possibilité de le faire. Il se faisait un long métrage par an et peut-être au Maroc ou deux et un court métrage chaque 2 ans, 3 ans. Donc, comment faire le cinéma? Il n'y avait pas d'école de cinéma. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait du théâtre dans un premier temps. Et après, le théâtre est devenu une passion. Mais donc, le fait d'être nourri au théâtre peut-être aussi a amené quelque chose. Est-ce que le fait d'être comédien aussi a participé à quelque chose? Sûrement. Mais le chemin solitaire, moi, je dirais, et la construction de quelque chose à la marge, en fait. Mais à la marge, encore une fois, je me répète, pas comme une volonté théorisée, mais comme d'abord une manière d'être, en fait. Et puis, c'est vrai que j'ai quelque chose euh, qui me guide un peu, c'est celle de ne pas, toujours se dire si les choses se font avec A, B, C, D, est-ce qu'il y a moyen de le faire avec B, D, C, A? Ça, c'est quelque chose aussi que je sens que j'ai.
aussi de manière naturelle, c'est-à-dire que la nature, ma nature même me pousse toujours à se dire, euh, quand c'est blanc, je me pose la question de quand c'est noir, et quand c'est noir, je me pose la question de quand c'est blanc, qu'est-ce que ça va être? Donc, donc ça, c'était aussi quelque chose qui m'a toujours poussé au questionnement, et peut-être ça explique que les films, peut-être tout en traçant un chemin, sont aussi des films qui, à chaque fois, ont cherché d'aller sur des chemins différents, par exemple. C'est-à-dire que, c'est vrai que quand je fais 1000 mois, on aurait pu croire que je continuerais toujours. C'est vrai que j'ai Ouais. fait tout de suite après un film plus urbain, un Oui. film What, quasi dans la postmodernité, quelque what a part. Donc, Wonderful World, ouais, WW. voilà. Ouais. Ouais, exactement, Ouais. exactement. Donc, du coup, il y a quelque chose Donc, aussi. bifurquer, c'est ton affaire, quoi. Bifurquer, Voilà, c'est un voilà. dada. Merci C'est un pour le dada. mot. Oui, Ah, bien, le mot est très joli et très juste. oui, oui. Bifurcation, oui, exactement. Alors, c'est vrai que, parce que quand on ne te connaît pas, euh, on peut penser ce qui peut être le cas et ce qui est, je ne dis pas souvent, mais qui est le cas parfois, qu'il y a de la provocation ou de la provocation, c'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, une volonté délibérée au préalable de déjouer l'attente du spectateur, Oui, voilà. ou même, ce qui est encore, ce qui serait encore un autre gros contresens, d'avoir une idée préalable que tu mets en scène, alors que ça n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire, tu n'es pas, entre guillemets, dans l'idéologie, dans le sens mauvais du terme, c'est-à-dire avec des idées préalables, théoriques, que tu vas mettre en scène, comme on peut l'être et comme on peut le faire, comme peut-être même certains cinéastes avant ta génération le faisait, parce qu'ils étaient aussi animés d'une intention très, très, très forte de défendre une cinématographie nationale, etc. Et c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire tu le fais de façon très naturelle, ça sort tout naturellement. Et en même temps, on va dire, in fine, tu déjoues l'attente du spectateur, et sans le faire exprès, parce que tu es comme ça, parce que, et on le sait, et ça on peut le vérifier, justement, puisque tu parlais de 1000 mois, déjà, avant même, dans les courts-métrages, quand on a vu la falaise, quand on a vu le mur, on voit par exemple l'obsession, la métaphore obsessionnelle, comme diraient les spécialistes, de l'espace, par exemple. C'est quelque chose d'absolument structurant dans ton cinéma et qui revient de façon récurrente. L'espace, qui n'est pas un décor, encore moins un décor folklorique ou, je veux dire, exotique, on est loin, là on est encore très très loin de ça, mais comme presque un personnage essentiel qui est là, qui nous nargue, qui nous dit presque, si vous ne vous rendez pas compte que je suis là, eh bien vous allez être surpris, vous verrez bien que je peux cacher des personnages qui vont sortir à un moment donné, que si je me mets là, eh ben les personnages, on va les voir comme des fourmis ou qu'on va les voir comme des géants. Et si vous me voyez bien largement, eh ben ça sera autre chose, etc. Et ça, c'est effectivement tout à fait, c'est pour ça que je disais que c'est nouveau, c'est tout à fait étonnant, quoi, d'accorder cette importance-là à l'espace dans lequel on est et qui nous fait vivre et qui nous donne du sens et qui le voyant dans une perspective ou dans une autre, on voit le monde autrement. Et déjà, alors dans 1000 mois, alors tu as parlé de 1000 mois, c'est comme si ce film-là, c'est comme si c'était aussi, parce qu'il y a des retours aussi dans le cinéma, c'est pas qu'il n'y a pas des détours, il y a des détours, je trouve que ta cinématographie, elle est faite de détours et de retours, ce qui est intéressant. Ah, c'est un peu nietzschéen, quoi, on va dire. Hein. Et c'est vrai que ce film-là nous rappelle beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, il me rappelle beaucoup 1000 mois, que moi, j'ai eu le plaisir de montrer aux jeunes, là, qui sont dans le jury, et qui étaient très étonnés, parce que j'avais peur. Ils m'ont dit, c'est incroyable, ce film, etc. Et qui, au moins, porte deux caractéristiques pour rentrer dans le film d'hier, qu'ils partagent avec Désert. C'est un, les séquences qui sont quasiment autonomes. Enfin, c'est l'un des principes, des traits de la modernité cinématographique. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est des scénettes. Je veux dire, chaque séquence a l'impression qu'elle est indépendante de l'autre. Toujours, systématiquement. Une séquence est un film en soi. Hein. Et deuxièmement, et là on le voit bien dans ce film-là, hein, dans ce film-là, au début en tout cas, chaque fois on passe à un autre lieu, bon, avec les deux mêmes personnages, avec une autre situation qui commence et qui finit, puis c'est une autre qui rappelle la précédente mais qui est différente. Et puis, effectivement, la question de l'espace.
dans 1000 mois déjà. Ça commence déjà comme ça, avec les personnages qui regardent comme ça dans le ciel. Et puis, voilà, c'était cet enfant qui traverse tous ces... Voilà. Donc c'était juste pour... Est-ce que quand tu as commencé... parce que moi, je n'ai pas beaucoup de données sur la jeunesse du film. Quand tu as pensé à ce film-là, tu avais un peu en tête, enfin, je ne sais pas, cette ruralité, voilà, enfin, Tu parles de Mille Mois ou de désert? non, je parle de désert maintenant par rapport Désert, c'est justement bien. à ce Ouais, passage. exactement. Oui. Alors, écoute, il y avait l'envie, encore une fois, oui, il y avait l'envie de filmer ces espaces. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que pour aller dans le sens de ce que tu disais sur les espaces, j'ai des envies de filmer des espaces comme les envies de travailler avec des acteurs chez les cinéastes. C'est-à-dire, il y a des cinéastes qui disent un jour je travaillerai avec tel acteur. Et puis un jour ils trouvent une histoire pour tel acteur. Moi, autant que je l'ai avec les acteurs, mais je l'ai aussi avec les espaces. C'est-à-dire, il y a des fois où il y a des espaces qui me parlent, qui m'inspirent et que je me dis, un jour, je filmerai ça, je filmerai ce lieu. Il faut qu'il trouve sa place, évidemment. Donc, ce sud-là, cette ruralité, ce sud du Maroc, était, c'est vrai, depuis longtemps, dans un coin de ma tête, à dire un jour, il faudrait que cet espace-là rencontre une histoire et le filmer. Et donc, oui, il y avait cette envie-là, et Désert, comme ça, est arrivé comme une des sources, une des raisons, une des naissances était cet espace du Sud qui, évidemment, rappelle beaucoup les espaces du western américain. Et donc, du coup, c'est vrai que cette idée de filmer un jour ces espaces et cette idée d'aller un jour sur ce terrain-là qui est le western à ce moment-là, comme m'arrive dans certains films d'approcher le film noir ou d'approcher un peu le polar, etc. Il y avait aussi cette idée de retrouver quelques figures comme ça du western et de les intégrer à un film un jour avec cet espace. Mais j'avais pas d'histoire, j'avais pas un fil à tirer jusqu'à le jour voilà, où il y a eu l'histoire de ces deux collecteurs de dettes qui, du coup, ont ouvert tout de suite la possibilité d'aller dans la ruralité, d'aller dans des espaces lointains et ont ouvert à un moment donné aussi la possibilité de connecter quelque chose avec le western parce que on n'est pas loin comment on appelle ça, des chercheurs de tête dans le western, de ceux qui vont chercher wanted, ils vont chercher les hors-la-loi et ils vont toucher de l'argent quelque part aussi. Donc, Et c'est de là pour chercher l'anecdote significative, c'est pas simplement ce souvenir-là de ces films-là, c'est une vraie rencontre que tu as eue à un moment donné, un jour dans un hôtel avec deux. Alors raconte-nous ça. Oui, c'est vrai. Alors, il y a c'est vrai que mais vraiment tout est parti. C'est drôle, hein, comment les films naissent d'ailleurs, et il y a toujours une cohérence qui nous dépasse. Là, on rentre dans le mysticisme de la création, si je peux dire, mais il y a quelque chose à laquelle moi je crois, et qui est une croyance quasi religieuse dans le cinéma. Euh, ouais, où l'artiste au cinéma est comme un prophète quelque part, qui reçoit quelque chose qui lui appartient, quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais c'est vrai que, par exemple, avoir tous ces envies un peu comme ça, ou qui sont comme des notes un peu éparpillées pour un film possible. Et puis, il y a eu ce matin où c'est vrai, à Marrakech, il y a deux personnes qui sont rentrées prendre le petit déjeuner et qui étaient habillées en costume cravate et qui avaient une espèce de petite mallette comme ça et qui prenaient le petit déjeuner et que on voyait un peu comme chez les deux personnages, c'est-à-dire on voyait
cette espèce d'amitié, des fois, qui va au-delà, qui des fois, elle est fraternelle, des fois, elle est au-delà de peut emmener à ce que les gens se disent des choses ou, euh, ou, ou même se bagarrent et sont toujours amis. Donc, il y avait une complicité. Voilà, il y avait une complicité très forte entre les deux. Et une manière de bouger aussi qui était un peu burlesque, si je peux dire. Et donc, du coup, sans leur parler, je voyais comme ça leur mouvement. Ils ont pris leur petit déjeuner, ils sont partis. Et je commençais à me dire, bon, voilà, ils étaient à l'hôtel. Qu'est-ce qu'ils font et est partie toute l'histoire de se dire, et c'était très tôt le matin, donc ils allaient à un travail, mais et je me dis, bon, ils sont dans un hôtel, donc ils ne sont pas chez eux, donc ils travaillent en costume et cravate, mais ailleurs. C'est quoi? C'est des inspecteurs de finances, c'est des inspecteurs d'impôts, et qu'est-ce qu'ils sont? Et petit à petit, bon voilà, c'est construit cette idée, puis cette idée d'une agence de crédit, nanani, nanana, et le film est né, mais il est né vraiment de ces deux personnages, vraiment. Oui, oui, tout à fait. Alors avant de donner, parce que je ne sais pas si tu as une vue sur la salle, voilà, Non, puisque je ne voilà. suis pas Là, seul, ça va arriver. évidemment, ça aurait été... Bonjour, bonjour, bonjour. voilà. Merci d'être Donc, là. voilà. Donc on va évidemment donner la parole à la salle, mais peut-être pour tout de suite faire comme tu aimes bien le faire dans tes films, je ne suis pas capable, mais un saut comme ça, rapide, Oui, parfait. dans notre conversation. Aller directement sur ce qui a étonné, très souvent positivement, le public et les critiques, c'est le virage, c'est ce glissement Hmm. inattendu. C'est même pas une régression, je sais pas, digression. Je sais pas. Hmm. Moi j'ai lu beaucoup tout ce qui a été écrit. Beaucoup de mots ont été employés, etc. Souvent en faisant des références. Bon, mais ça c'est l'éthique des critiques. On aimerait bien t'interroger là-dessus, c'est-à-dire, bon, on sait très bien que la continuité, c'est pas comme tu disais tout à l'heure, A, B, C, D, E, F, G, H, c'est pas c'est toi, c'est B, c'est Z, E, R, etc. Ça c'est clair, ça se voit dès le début, etc. Tu viens du théâtre, tu es comédien, comme tu disais, tu es intuitif, et puis tu captes des choses, et puis tu n'es pas là non plus à nous asséner des discours comme ça, voilà, pour nous éduquer ou... mais là, quand même, il y a quelque chose où tu es allé plus loin encore, tu vois. Tu es allé plus loin encore dans dans le dérapage, enfin, et tu es parti, et c'est très étonnant. Est-ce que c'était au départ, parce que je sais que tu travailles beaucoup tes scénarios, que tes films prennent du temps, que vraiment tu n'es pas le genre à faire vite les choses. C'était prémédité, c'était pensé au départ, c'est venu comment? Oui. Ouais. Oui, je crois dans les autres films préparaient quelque part ça, et qu'il y avait une veine dans ce que je fais, qui, comme tu disais, où il y avait toujours quelque chose comme ça, qui était un peu irrespectueuse des codes établis, etc., du langage cinématographique, je veux dire, qui questionnait ce langage, même dans ce que j'appelle moi euh, oui, le langage dominant du cinéma, parce qu'il y a un langage dominant du cinéma, et que c'est pour ça que je dis des fois la vraie rébellion, c'est de se rebeller contre le langage d'abord, et après le film peut être porteur évidemment d'envie, de changement, etc. Mais un cinéaste doit aussi, dans un premier temps, aussi travailler se rebeller aussi sur le langage lui-même de son art. Donc il y avait cette envie toujours. Et puis, à un moment donné, il y avait aussi une envie je ne sais pas comment dire, ça n'a pas été totalement classique ce que j'ai fait, mais après What a Wonderful World, où c'était un feu d'artifice formel, C'est la ponctuation, ça, c'est un peu normal. très loin. Point de Mais virgule. j'ai eu quelqu'un hier, qui est un jeune cinéaste, qui me disait, est-ce qu'il est venu très tôt, What a Wonderful World?
Je me Oui, disais, c'est ouais, ça. peut-être qu'il est venu très tôt, Ouais, en 2006. ouais, On c'était surprenant. ne s'attendait pas beaucoup à ça. Mhm. Et il me disait autant que nous, les jeunes, qu'il avait C'est vu, qui te nous a disait ça? Parce parlé. qu'il avait une petite. C'est qui te disait ça? C'est un jeune cinéaste Ah, marocain d'accord. avec qui je maintiens comme ça une Oui, oui. relation très, Mhm. très, très amicale. Mhm. Et que c'est arrivé un peu, peut-être un peu très tôt. Mhm. Et donc, du coup, c'est vrai que peut-être que du coup, je voulais comme se dire, après être allé là, comme par exemple avec Volubilis, essayer d'aller sur qu'est-ce que c'est aussi d'être donc une forme un peu plus classique, si je peux dire. C'est le film où j'ai fait le plus de gros plans sur les comédiens, où je voulais qu'il y ait une histoire d'amour à laquelle on croit, qu'il soit très belle, et frôler même des fois un peu avec le mélodrame, et le mélodrame dans notre héritage à nous, c'est le mélodrame égyptien, par exemple. Il y avait comme ça un questionnement de ça, de ça. Est-ce que est-ce que sortant de Volubilis, je n'avais pas peut-être une envie de revenir à un acte ou à un geste beaucoup plus radical? Peut-être, peut-être qu'il y avait quelque chose de cette envie de dire, bon, bah, maintenant j'ai essayé ça, j'aimerais revenir à mes amours premiers C'est ça. et à cette envie des fois de radicalité aussi dans la forme. Oui. Je me dis que peut-être il y avait quelque chose de cet ordre-là, qui était peut-être un désir inconscient, mais en tous les cas qui a mené vers des airs. Mais en même temps, c'était de pousser, comme tu disais, c'est très juste, de pousser plus loin ce qui était en germe, en fait, dans les autres films. Euh, Même dans Mille mois, par exemple, faire arriver un personnage important très tard dans le film. Par exemple, le film, dans Mille mois, au milieu du film, arrive Oui. le caïd et son frère, Oui. Oui. qui prennent un peu le centre. C'est Alors, ça. pas totalement comme dans Désert. Désert pousse ça très loin. Mhm. Mais dans Mille mois déjà, Et eux, il bouleverse l'histoire déjà, puisque. voilà, ils Ouais. bouleversent l'histoire. Ils deviennent un peu central. Et il y a un autre personnage qui arrive carrément dans le dernier tiers de Mille mois, qui est l'ami de la famille que je joue, d'ailleurs, le personnage que je joue, qui C'est est ça. l'ancien, peut-être, le film ne le dit pas, amant de la C'est ça. femme, C'est ça. et qui aussi ouvre, aux derniers 20 minutes du film, ouvre le début d'une histoire possible. Alors qu'on est Oui. normalement, dans une écriture classique, on arrive à un moment, on est dans le dernier un quart d'heure du film, à dénouer ce qui a été noué dès le début et à finir l'histoire. Désert vient, je crois, reprend ses envies, mais c'est vrai, comme tu disais, les pousse de manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Oui. Et il se pose la question de dire, tout simplement, pourquoi dans la vie, les gens sont capables d'écouter quelqu'un qui raconte une histoire, qui ne la termine pas, et qui l'abandonne et qui démarre une autre, et ça ne pose aucun problème. Et pourquoi dans le cinéma, nous, on est obligé de respecter quelque chose, je ne sais pas qui, peut-être Aristote, je ne sais pas, à dire, voilà, la règle, elle est celle-là. Les jeunes, vraiment, il y a même dans la vie de tous les jours quelqu'un qui dit, mais j'ai oublié les détails, j'ai oublié comment ça se termine. Et ça passe. C'est-à-dire, on est dans une soirée, je vais dire, mais j'ai oublié un peu comment ça se termine. Alors, pop, pop, et on passe à une autre. Oui, oui. Et il n'y a pas de frustration. Oui. Comme si le Donc, voilà. cinéaste n'avait pas le droit. Oui, comme le ciel n'avait pas le droit. Donc voilà, le film passe sur des terrains un peu comme ça. D'accord. Écoute, alors, comme la salle, cette salle aussi, elle est pleine. Hein, Écoute, ça fait plaisir. voilà, donc peut-être, j'imagine, je suppose, je crois hein, qu'il y a des questions, que vous aimeriez le poser à Fawzi. Donc c'est le moment, c'est l'occasion. Il ne faut pas hésiter. Il est très gentil, Fawzi. Hein, même si vous, ah, moi je l'ai vu. Non, c'est pas des fleurs que je lui jette. Il peut être critiqué. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein, il n'y a pas de problème. Moi, Oui, moi, vraiment. Alors, j'ai une question sur le film. J'ai Ah. absolument pas compris une chose. C'est le passage
où les villageois partent, ce passage de migration qui arrive à ce moment-là, j'ai pas compris. Voilà. Alors, il y a deux niveaux, si je peux dire. Il y a un premier niveau qui est, ils sont dans cet espace-là, ouvert à tous les possibles, quelque part. C'est-à-dire, quand ils sont dans la deuxième partie, ils marchent dans ce désert, ils s'installent dans ce lieu, etc. On peut imaginer que les rencontres sont possibles. C'est-à-dire, des gens peuvent passer. C'est-à-dire, même moi, quand j'écrivais, l'une des choses, c'est de dire, mais qui peuvent-ils rencontrer ici? Alors, se poser à moi la question ou la réflexion de dire, ces espaces-là sont de manière réaliste, même, traversés par les gens qui migrent, les migrants, qui traversent le sud pour aller vers le nord. Donc, c'est même de manière réaliste, c'est possible. Ils ne prennent pas les chemins classiques, ils ne passent pas par les villes, parce qu'ils ne veulent pas être contrôlés. Donc, ils traversent comme ça dans les campagnes, dans les forêts, dans les montagnes, pour être pas contrôlés et arriver vers la Méditerranée et traverser. Donc, c'est possible. Après, il y a une autre construction dans le film, parce que les deux... c'est plus facile de dire il y a deux parties dans le film, peut-être qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Est-ce qu'on dit deux parties ou pas? Alors voilà, c'est possible de le dire ou de ne pas le dire, mais c'est plus facile et plus simple. Si on parle de deux parties comme ça, il y a une espèce aussi de construction en miroir, en écho. Donc, c'est évoqué aussi cette histoire dans les tragédies quotidiennes, si je peux dire, ou dans les malheurs quotidiens de tous ces gens qui ont pris des crédits. Il y a cette histoire de cette mère que son fils est parti migrer et qu'il a pris un crédit en maquillant un peu pourquoi il a pris le crédit. Et l'argent a servi à payer un passant et de traverser. Donc, il y a quelque chose dans le film où des petites histoires de la première partie, disons ça comme ça, sont reprises dans une dimension beaucoup plus tragique et beaucoup plus cosmique dans la deuxième partie. Même l'histoire de l'injustice, si je peux dire, elle est reprise dans une dimension de conte où un homme prend la femme d'un autre, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'arrive ce moment-là. Et j'avais aussi envie de traiter le mot, de se représenter ou de filmer l'immigration, pas comme dans cette partie-là, dans une autre dimension qui n'est du coup pas réaliste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une odyssée. C'est quasi biblique. Et on n'a pas l'impression qu'ils vont vers un but, carrément. Mais que c'est une errance, en fait. D'ailleurs, il y a quelqu'un avec un cheval, c'est pas fait exprès, c'est pas fait par hasard. C'est pour dire, est-ce qu'on peut imaginer alors si eux montent sur un bateau, ça va devenir un Noé, c'est l'arche de Noé, du coup, alors, s'ils montent dans un bateau pour aller en Europe. Donc, j'ai mis, pour aller même dans les détails avec vous, de vous dire des détails de mon travail, de ma cuisine intérieure, toute petite. Mais par exemple, j'ai exprès demandé que dans la figuration, il y ait aussi des gens de type européen, pour qu'on n'est pas en train de dire « Ah, c'est juste l'immigration subsaharienne, etc. » Non, c'est une humanité errante, en fait. C'est une humanité errante. Et le garçon qui raconte cette histoire de la traversée de la Méditerranée, en donnant aussi exprès des noms de villes que je suis allé chercher, Izmir, etc., etc. C'est pour donner à ces gens-là une dimension. Celui qui voyage faut aussi, quelque part, celui qui regarde ce film comprend aussi qu'on peut aussi avoir envie de errer et de traverser et de partir. L'envie de partir est une envie
On revient à la ligne. Si vieille que l'homme. Et donc, voilà, connecter ça carrément à quelque chose qui est au-delà de dire que c'est quelqu'un qui a juste envie d'aller trouver un travail, mais c'est peut-être au-delà de ça. Donc, les gens ont le droit d'aller, juste d'aller parce qu'ils ont envie d'aller. Donc, il y a quelqu'un qui porte avec lui, il y a des gens qui portent une chaise, il y a des gens qui portent des souvenirs de leur maison. Il y a un avec un lit qui part. Donc, il y a et il y a évidemment le cheval que je disais. Donc, ça, voilà, cette deuxième partie comme ça, beaucoup plus métaphysique, et abstraite et dans une dimension autre, me permettait aussi de filmer l'immigration autrement. Mais il y a aussi quelque chose, je veux dire, quand le film rentre dans cette partie, cette dimension-là, pour pouvoir prendre le plaisir de le voir à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut sortir de cette construction qui est toujours dans le cinéma, dans le roman, etc., du cause à effet. C'est-à-dire, si on se pose la question, mais d'où sont venus, pourquoi, oui, souvent, pourquoi ils l'ont rencontré, pourquoi lui, il va de là à là, etc. Et que si on rentre dans dans le réalisme, si je peux dire, qui voudrait qu'il y ait toujours une raison et une cause qui fait que telle personne, tourne à droite dans la rue et pas à gauche, c'est vrai qu'à ce moment-là, on rentre pas. Il faut se laisser porter dans cette partie-là par la relation que crée, par exemple, la poésie entre les mots et entre les phrases. Exact. C'est ce que le film essaye de faire entre les images. Oui. Oui. Je vous en prie. N'hésitez pas. Parce que si vous me laissez moi... Oui. Oui, je vous en prie. Moi, j'ai un peu le même genre de questionnement par rapport à celui qui est tué dans la rivière et qui réapparaît aux falaises et qui donne son argent. Et là, on voit que les deux sont peut-être pas plus intéressés par l'argent. Enfin... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je dirais que du coup, on sent à ce moment-là qu'un chemin intérieur est fait chez eux, que cette traversée, entre parenthèses, allez, faut le dire, traversée du désert, cette manière-là de vivre, hein, ce qu'ils ont vécu, fait qu'ils ne sont plus les mêmes hommes. C'est vrai que quand ils prennent la voiture à la fin, reviendront-ils si on revient, c'est qu'on ne peut plus. C'est des gens qui reviendront plus à cette agence si on rentre dans un truc réaliste. Alors pour cette fois-ci, donc quelque chose a changé chez eux. Et du coup aussi le film ouvre, mais ne donne pas de réponse, ouvre la possibilité de construction de récits, si je peux dire, totalement libre par le spectateur. Oui, c'est vrai que oui, on a tiré sur lui. Est-ce qu'il est mort? Oui, peut-être. Est-ce que le fleuve l'a emporté jusqu'à eux? Oui, peut-être. Voilà. Le film aussi fonctionne sur des espèces de mystères, si je peux dire comme ça, dont le film est conscient et je trouve même c'est intéressant parce que le film, encore une fois, je reviens à ce que disait Tar tout à l'heure, le film est une réponse à ce qui est devenu le récit d'ailleurs dernièrement et que la série et les plateformes ont énormément cadenassé. C'est-à-dire que la série dans l'une de ces principes, comme c'est des choses qui se déroulent sur 10 heures de film, si on peut dire, ou 15 heures de film, il y a quelque chose où tout est dit, où tout est raconté, où tout est montré. Et sont obligés quelque part, parce qu'ils sont obligés de faire 15 heures. Donc il y a un moment donné, dans une histoire, voilà, on se déploie à tout montrer. Et c'est là où ce qui se passe est un peu dangereux, parce que la série dans son meilleur, parce qu'il y a des choses quand même intéressantes, la série dans son meilleur emprunte au cinéma
à la série, c'est une catastrophe. Oui, oui, Bernard. Dans la remise en cause du récit cinématographique, il y a eu la nouvelle vague à la fin des années 50-60. Est-ce que vous voyez, vous, une filiation dans votre travail avec cette époque-là, et quelle différence vous feriez entre votre propre cinéma et puis celui-là? Moi, je vois des différences, mais ça m'intéresserait de vous entendre là-dessus. Merci. Oui, merci. Oui, merci. Merci de me permettre de parler de la figure qui me touche le plus, évidemment, dans la nouvelle vague, qui est celle de Jean-Luc Godard. C'est-à-dire que il y a des gens comme ça dans le cinéma qui forcément, c'est forcément, on fait pas des films comme les leurs. Mais il y a l'esprit des fois qui guide, et l'une des très belles choses qu'a fait Godard, et l'un des très beaux héritages au-delà des, je ne sais pas combien, hein, je sais pas combien de films il a fait, mais je crois qu'on est proche de 100, hein, si on compte tous les essais, tout ce qu'il a fait, et pas que de la fiction. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'il a laissé comme héritage du questionnement du langage cinématographique, etc., qui est extrêmement intéressant. Alors ça, pour dire, moi, c'est la figure qui me touche le plus. Et je trouve que c'est celle qui est restée jusqu'au bout du bout, fidèle à une certaine idée de la mise en scène, qui était celle de la nouvelle vague au début. Après, j'aime beaucoup aussi des films de Truffaut, de Chabrol, etc., mais je trouve qu'ils sont rentrés beaucoup plus dans une machine voilà, du cinéma, et que Godard, malgré tout, à chaque fois, est resté fidèle à un esprit qui a été celui de la nouvelle vague et qui était celui de remettre en question, justement, et de se reposer les questions du récit et de la forme, etc. Donc, oui, je dirais que c'est une filiation qui me touche beaucoup, même si, comme je dis, je ne fais pas des films à la nouvelle vague, mais cet esprit du questionnement, hein, qui est très godardien d'abord, oui, ça me touche beaucoup. Je ne sais pas si je ne suis pas sûr de faire des films dans cette veine, mais je crois que la force de Godard a été celle-là aussi, c'est d'inspirer, mais de ne pas peut-être... je ne vois pas, par exemple, beaucoup d'héritiers dans le cinéma français, par exemple. Je ne vois pas beaucoup. Il y a plus d'héritiers du côté de Truffaut que du côté de Godard. Mais c'est le chemin de Godard est plus compliqué aussi, je dirais. C'est moins facile, si je peux dire. En tout cas, il a eu, lui, des problèmes à monter ses films financièrement à un moment donné. Je vous en prie. Oui. Non, je pense juste que, en fait, vous pourriez plutôt être un héritier de Sentier au niveau du surréalisme et de la façon dont c'est déconstruit, où ça surprend. Ah oui, mais ça c'est vrai que oui, ça, ouais, merci pour ça. Enfin, en tous les cas, voilà, alors oui, ouvrons même un peu plus. Oui, c'est tout cet esprit. Alors encore une fois, cet esprit de la contradiction, du questionnement de ce qui de ce qui est possible à l'intérieur de ce qui existe, et d'essayer comme ça de pousser les limites de ce qui nous entoure, hein, et quelque chose, c'est vrai, qui, comme ça, je la trouve intéressante. Et pour juste revenir encore une fois à la manière dont Tahar a lancé le débat ce matin, en le plaçant aussi dans le cinéma arabe à un moment donné, etc. C'est vrai que je dirais, alors là, pardon, je vais un peu, c'est pas pour, je sais pas comment dire, mais c'est pas, je suis peut-être content d'une chose, je suis peut-être content.
Je connais ma pudeur, il en a parlé, mais quand même, je vais dire ça. Est-ce que tu veux bien reprendre ce que tu viens de dire parce qu'on t'a pas entendu là, juste une petite coupure, pardon. D'accord. Oui. Non, d'accord. Je voulais juste dire que peut-être je suis content d'une chose avec Désert, qui est celle que, arrivant à mon 6e film, je fais un film qui va sur du terrain glissant. Alors que j'aurais pu être à un moment donné où je me répète un peu, où je reprends des formules qui marchent ou des choses comme ça. Donc, je suis content que ce film-là arrive comme ça, en bousculant un peu les choses, en bousculant même ce que je fais moi avant, etc. Voilà. Il y a peut-être encore des questions. Quelque chose qu'on n'a pas suffisamment, à mon avis. Pardon. Il y a une question. Ah oui, pardon, excuse-moi. Vas-y. Ça m'intéresse parce que je côtoie le Maroc et je veux savoir comment ce type de film est reçu au Maroc et comment ça se passe là-bas pour le diffuser, pour rencontrer le public, etc. Parce que je sais qu'il y a peu de salles, ce qui est fort dommage. Oui, alors le film sortira en salle. On n'a pas encore de date de sortie, mais le film sortira en salle. En tout cas, tous mes films sont sortis en salle. Et juste pour dire, alors, c'est pas. Le cinéma marocain marche très bien dans les salles au Maroc. Mm-hmm. C'est-à-dire que le public, depuis un moment, depuis maintenant plus de 20 ans, même 25 ans, il y a eu une espèce d'engouement. La presse a beaucoup parlé de réconciliation entre le cinéma marocain et le public marocain. Chose dont moi je suis très content. C'est-à-dire, à la limite, je préfère qu'au box-office, que ce soit un film marocain en première place qu'un Marvel, à la limite. Après, pour être aussi très sincère, c'est pas mes films qui sont dans les hautes, dans les premières places du box-office marocain. Malheureusement, par contre, c'est vrai que voilà, le public va avoir l'équivalent des ch'tis marocains. C'est-à-dire que les films qui marchent, bon, voilà, c'est quand même, je dirais, assez catastrophique. Ça aussi, il faut le dire et il faut l'accepter. Donc voilà. Mais après, je sais que le film va être diffusé. Je sais que le film fera des festivals. Il va être au Festival de Marrakech, là, par exemple, dans 2-3 semaines. Et probablement dans d'autres. Et sortira en salle et rencontrera un public. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un public très très large. Ça je ne suis pas sûr. Mais justement, s'agissant de public, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, assez à mon avis, et qui me paraît personnellement essentiel, y compris par rapport à ce que tu viens de dire là maintenant. Parce qu'il y a l'attente du public, qui n'est pas forcément ce dont le public a besoin. Enfin, on le sait, ça, c'est le commerce, c'est des choses. C'est des habitudes, c'est le diktat d'un certain type de cinéma. Mais dans cette manière-là de faire du cinéma, c'est-à-dire dans ce film-là, Désert en particulier, il y a, tu le dis, tu le répètes, je crois, aussi, à bon escient, assez souvent, il y a des trous. C'est comme qu'il y avait des trous. C'est comme s'il y avait des choses qui nous manquent. Et ça... bon, on en a parlé avec Lubitsch, par exemple, avant, ou d'autres cinéastes et tout. Et ça me paraît, moi, avoir un rapport avec le public. C'est une confiance qu'on investit dans celui qui regarde. Et c'est dit dans le film. Et c'est dit dans ce film-là, qu'il dit l'histoire. Elle est aussi ce que reçoit celui qui l'écoute. Elle n'est pas seulement l'histoire, celle que produit son auteur. Ouais. Et je trouve qu'il y a là quelque chose d'extrêmement généreux
et de très démocratique, alors de très ouvert par rapport, c'est-à-dire je te fais confiance, je ne vais pas tout te raconter de A jusqu'à Z, de la causalité et tout, ça, sinon je suppose que tu ne sais rien, il faut que je te raconte tout de A jusqu'à Z, comme si tu étais un réceptacle passif qui est là juste pour recevoir ce que je dis. On est dans la démagogie forcément. Donc il y a ça. Il y a ça dont on ne parle pas assez, qui me paraît, à mon avis, essentiel. Alors évidemment, ça ne répond pas tout de suite, hein, parce qu'il y a l'opinion publique, fut-elle, et l'idée, c'est différent, on est là du côté de l'idée. Et puis il y a autre chose qui me paraît encore plus important dans le film, et qui apparaît dans l'espace, c'est cet espace cassé, fracturé. Souvent, ce n'est pas des espaces continus. On n'est pas dans le John Ford, quoi. C'est pas les... Oui. C'est des... Et alors, je suis désolé de le dire comme ça, parce que nous, on a aussi cette tendance un peu à... qui n'est pas fausse d'ailleurs, de considérer que les artistes, c'est des gens qui nous disent aussi des choses qui arrivent après. Il se trouve malheureusement qu'il y a eu ce tremblement de terre. Alors, je ne vais pas faire de rapport comme ça un peu idiot, facile, etc. Mais effectivement, c'était très étonnant que ce qui s'est passé, à peu près dans la même région, à quelques kilomètres de là où tu as filmé, eh ben, il y a eu ce qu'on a vécu. Qu'est-ce que ce film-là, sinon l'expression allégorique préfigurant effectivement quelque chose comme un séisme à la fois évidemment économique, social et aussi tellurique, enfin je veux dire réel. Donc moi je pense que ces deux choses-là sont très importantes, c'est-à-dire à la fois justement cette discontinuité dans le récit, elle est liée aussi à une réalité qui est complètement fissurée, cassée, etc. Enfin on voit bien même l'itinéraire, le travail, enfin on est CDD, CD, enfin on peut auto-entrepreneur, etc. On change, etc. Il y a beaucoup de précarité qui exclut toute forme de linéarité, de tranquillité, comme ça. Et en même temps, de la part de ton côté, de la part du créateur, cette attention au spectateur en qui on a confiance, même si on ne va pas gagner beaucoup d'argent, parce qu'il va participer d'une certaine manière au montage du film, et donc chacun va imaginer ce qu'il veut, puisque c'est des choses possibles, qui sont dans le film. Enfin, on dessine des échappées. L'échappée, c'est ça aussi. Ça permet au film de respirer déjà, parce que moi, c'est comme ça que je le vois, cette échappée finale, parce que quand même, on tournait, il n'y avait pas d'issue, c'était absurde. Et pour sortir de là, et pour sortir de cette réalité, il fallait, le conte est intéressant, pas seulement pour nous éloigner de la réalité, mais pour nous permettre d'imaginer autre chose qui pourrait nous servir, peut-être plus tard, quoi. Et le film lui-même, il a généré sa propre libération, je veux dire, à la fin. Ce n'est pas quelque chose qui est plaqué, qui est venu comme ça. Puis comme tu le disais, tu parlais de l'homme qui portait la chaise. Ben, moi, déjà, ça vient de 1000 mois. Oui, il a grandi, le petit, là. Le petit qui portait la chaise. Dans 1000 mois, parce qu'il est question d'un enfant qui portait la chaise. Ben, là, il est quand même adulte, il est devenu adulte. Et voilà, donc je pense que ça, je ne sais pas comment tu... Non, c'est très... Tu sais, là, ce que tu viens de dire, c'est très, très, très intéressant parce que il y a des fois presque comme un malentendu autour des films que je fais. C'est-à-dire qu'il n'exclut jamais le spectateur. Au contraire. C'est-à-dire que le malentendu, c'est qu'on peut croire qu'il exclut en étant exigeant avec le spectateur, peut-être, mais c'est une exigence qui est une marque du respect pour le spectateur et que ce malentendu doit être dissipé parce que ça serait... C'est-à-dire que, par exemple, moi je le vois un peu au Maroc, comme les films voyagent à l'étranger, ont une carrière dans les festivals, etc. Il y a comme, ça s'installe comme une espèce d'idées sur les films que je fais, comme si c'est des films élitistes, hermétiques, fermés, intellectuellement compliqués, etc. Alors que c'est vrai que le film est accessible, hein, et accessible. Il n'est pas méprisant du spectateur, bien au contraire. Il est très ouvert et ce que tu disais sur, oui, l'idée qu'il laisse de la place au spectateur. Il faudrait presque dissiper, enlever un espèce de malentendu entre les films et les spectateurs, en tout cas au Maroc, parce que je sais que des fois, je rencontre des gens dans la rue et qui me témoignent beaucoup de sympathie, mais souvent, ils n'en sont pas allés voir les films.
Oui. Ils sont au courant, ils ne sont pas allés voir les films. Oui, et c'est curieux parce que dans notre culture, à nous, enfin, la culture traditionnelle arabe, à part les mille et une nuits, que c'est des histoires différentes, et voilà, pour échapper à la mort, il faut raconter des histoires, enfin, et c'est une femme qui le faisait. Tu sais l'expression « al-hadith dhu shujun », c'est-à-dire la parler génère toujours des digressions. Le discours est digressif par définition. C'est-à-dire, quand on parle d'une chose, il y a autre chose, cette chose-là appelle autre chose. Et c'est vrai, c'est parce que les Arabes, ils aiment beaucoup la poésie. Tu le disais tout à l'heure. Et c'est vrai que le cinéma s'est éloigné, parce que probablement, il était dans le mimétisme d'un cinéma narratif, classique, occidental, linéaire, positiviste, rationnel, etc. Exactement. Alors que là, nous avons affaire à un type de cinéma qui nous ramène. D'ailleurs, le film, il nous ramène à quelque chose de très ancien. À nous-mêmes. Oui, tout à fait. Avec ces échos, parce qu'il y a beaucoup d'échos dans le film. Enfin, je veux dire, toutes les scènes se répondent un peu comme dans un sonnet ou dans un poème, avec les assonances, des allitérations, des enjambements. Des enjambements, très beau. Voilà. Et ça, c'est vrai que, comme tu le disais au début, nous, on est comme ça, on parle, puis c'est une culture de l'oral, parce que l'écrit, c'est quand même des mots qui sont les uns sur les autres, et le cinéma, dès le départ, il avait ce gros complexe, parce qu'à la fabrication, c'est décousu, un film. Quand on le fabrique, c'est très décousu, donc il y avait l'obsession de la linéarité. Il faut absolument donner l'impression au spectateur qu'il voit un film comme s'il lisait un livre. Voilà, de gauche à droite, c'est ce qu'on disait d'ailleurs, on dit de gauche à droite, on regarde, alors que nous, on lit de droite à gauche. Et puis, il faut aller de A jusqu'à Z, alors qu'effectivement, par définition, le cinéma, il est décousu. Ouais. Au point que je vais te dire l'une de mes batailles aujourd'hui, mais que je n'avais pas gagné malheureusement, parce que le système est fait autrement. L'une vraiment de mes envies, c'est de faire des films sans scénario. C'est vraiment une de mes envies profondes que je partage ce matin. Tu as beaucoup d'argent là, ça va? Voilà, c'est ça malheureusement. Voilà, tu as tout compris. Mais malheureusement, c'est impossible. C'est dans la manière dont fonctionne le cinéma aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Ou alors, il y avait des gens que j'ai rencontré Amber Balzan, que Dieu l'accueille avec tendresse, et qui était quelqu'un. C'était un producteur, qui produisait Shaheen. Oui. Voilà, exactement. Et qui, lui, ne lisait presque pas les scénarios, parce qu'il disait, moi, quand je produis des cinéastes. C'est les cinéastes qui m'intéressent, pas les scénarios. Alors, scénarios, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. C'est les cinéastes qui m'intéressent. Mais ça, cette manière de voir... Comme tu aimes Godard, il dit c'est une pièce comptable, le scénario. Ah, c'est magnifique. Et c'est pas faux, parce que tu mets les costumes, le nombre de costumes, de décors, etc., les acteurs, chers, pas chers, etc. Oui, exactement. Il y a une explosion, ça va coûter tant, etc. Ouais, c'est vrai. Mouloud, il est là? Ah, bah, il est là? D'accord. Ok. Bah, écoute, Fawzi, c'est toujours un immense plaisir de voir tes films. Hein. Ça, c'est incomparable. Et puis, c'est un très, très grand plaisir de discuter avec toi. On a envie de continuer. Nous allons continuer. J'espère que nous continuerons. Il faut absolument... Que l'année prochaine, tu n'auras absolument aucune raison. Je ne dis pas de prétexte, parce que ce n'était pas un prétexte. Arrange-toi la prochaine fois pour que ton étalonnage soit déjà fait ou que tu le fasses après. En tout cas, merci beaucoup, 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 Fawzi. Merci. Et vraiment, je voudrais vraiment dire que malgré tout, je reste avec le regret de ne pas être là. Voilà. Moi, j'aurais adoré être là parce que je sais qu'on aurait pu encore. Et ça, c'est ça qui est très beau. Je l'ai vu quand je suis venu. C'est-à-dire, on continue à parler du cinéma dans les rues, quand on mange, etc. Moi, j'adore ça en tant que cinéphile d'abord. Et donc, voilà, ça me manque d'avoir été... Bon, mais bon, allez, il y a de prochaines fois. Que ton regret soit dissipé. Voilà, c'est ça, exactement. Allez, merci, salut, au revoir. Merci beaucoup. Salut. Bonne journée. Etc. Alors, nos rencontres se poursuivent, évidemment. Hein. Alors... Ça va. J'ai le plaisir. Pardon? Ah, on peut changer, oui. Tu peux venir là. C'est pour...
pour le dispositif. Alors c'est pas des formules protocolaires. Hein. On fait tout dans notre programmation pour ne pas se trouver dans cette gêne de présenter un cinéaste dont on n'a pas beaucoup aimé le film ou dont on a choisi le film comme ça, etc. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de recevoir Mouloud. Mouloud Ait Liotna, on en parlera tout à l'heure, je ne sais pas si on peut parler de ça tout de suite. C'est ton nom? Indirectement, ouais. Ça veut dire quoi, indirectement? C'est le nom de... Vous voyez, les Kabyles, il y a... Dans les villages, c'est... Eight, ça veut dire deux. Oui. Et les villages, ils sont nommés comme ça. Abdallah, Liotna, etc. Et donc, toutes les familles qui sont dans cette partie-là du village ou le hameau, ils ont tous le même nom de famille. D'accord. C'est le nom de famille kabyle, du coup. Oui. Mais administrativement, c'est pas celui-là. D'accord, ok, très bien. Voilà. Là, ça s'impose vraiment, puisque on ne te connaît pas apte, et que même dans le cinéma, tu arrives, et tu arrives quand même de façon assez on va dire, pas spectaculaire, mais importante, puisque tu étais à Cannes. Ton film était à la quinzaine des cinéastes. On dit comme ça, c'est pas institutionnel, c'est un moyen métrage, c'est-à-dire un court métrage qui est long, quoi. Hein. Est-ce que tu veux bien te présenter plus que je l'ai fait, en nous disant ce qui te paraît, toi, important dans ton parcours, pour qu'on puisse entrer dans le film, quoi. Bien. On dit que tu es timide, je ne sais pas, moi j'ai lu beaucoup, il est timide, il ne veut pas parler, il ne veut jamais intervenir, ne le sois pas avec nous. Non, c'est pas de la timidité, Oui. je cherche le point de départ. Ah oui. J'ai grandi en Algérie, je suis venu en France après mon bac, et du coup j'ai fait des études en post-prod, en prod, et ensuite j'ai fait des études en philo. À Montpellier. Ouais. Mhm. Et par la suite, j'ai travaillé un peu en prod et j'écrivais en parallèle ce film. À base, je voulais rentrer en Algérie pour monter une boîte là-bas, mais ça s'est pas fait. Mais ça m'a permis d'écrire le film, justement, parce que j'ai fait plein de démarches administratives. Il y a plein de choses qui se passent. Et à la fin, en réalité, il se passe rien. Et donc, c'est un peu... Dans le fond, c'est un peu l'histoire de ce film. En cours, mais il ne se passe rien. Et je pense que ça me présente suffisamment. D'accord. Alors tu dis qu'il ne se passe rien dans le film, puisque pour parler de... Donc La maison brûle, autant se réchauffer, c'est un titre poétique, très beau titre, hein, déjà. C'est toi qui as choisi le titre? Oui, mais c'est une expression qui existe. Oui, c'est ça. Et il y a quand même mort d'homme. Il se passe quelque chose. Et il se passe d'une très drôle de manière. Enfin, je veux dire, quand le film commence, c'est même le pré-générique, je crois. Enfin, c'est avant le titre, quoi, non? C'est avant le titre. Oui. Oui, il se passe plein de trucs en réalité. Oui, à mort d'homme, cette histoire-là, en fait, ça arrive plus fréquemment qu'on le pense, où il y a des personnes qui sont poussées à une certaine précarité jusqu'au point d'aller chercher à voler des câbles électriques pour pouvoir aller vendre le cuivre au marché. C'est le cas de C'est le cas de ce personnage. Ouais. Oui. Mais il meurt électrocuté parce qu'il essayait de prendre des câbles, en fait. C'est ça. Oui. Et après, là, c'est après qu'il ne se passe rien, peut-être. D'une certaine manière, en fait, on est un peu tétanisé. Je ne sais pas, c'est comme si ce fait trop brutal. Enfin, il est tellement brutal que du coup, on n'a presque plus rien à se dire, quoi. On ne sait plus quoi dire, quoi. En fait, il y a cet événement-là et il y a le départ. Et donc le personnage principal, il est là, quoi.
il est suspendu entre le fait que demain il part Oui. et le fait que son ami d'enfance est mort. Oui, c'est ça, oui. La veille de son départ. La veille de son départ. Et donc, d'une certaine manière, ce que je voulais ramener avec ce personnage-là, c'est le sentiment, quand on fait des démarches pour partir, donc ça prend plusieurs mois, on fait des démarches pour le visa, on fait des démarches pour plein de choses. Et donc, à partir du moment où on a notre visa, le départ, il est acté, ici. Donc, le déracinement, entre guillemets, il est acté dans la tête du personnage principal. Mais cette mort vient le rappeler à ce qui va, au monde qui va mourir pour lui, en fait. C'est ça, tout à fait. C'est comme si c'était lui qui le voulait. C'est ça qui est beau dans le film, je veux dire. Encore une fois, on n'est pas dans cette histoire de linéarité un peu idiote, quoi. C'est comme si cette mort incarnait, d'une certaine manière, ce qu'il va perdre, quoi, en partant. Exactement. Oui. Déjà, avant même de partir. Avant même c'est de comme partir. s'il l'avait commandé. C'est comme Ouais. s'il l'avait... Ouais, avant même de partir, en fait, il y a... La mort de ce monde-là est annoncée. C'est pour ça, enfin, il y a... Comme je disais hier, il y a 3 personnages. Il y en a un qui part vers le sud, il y en a un qui part vers le nord, et il y en a un qui part vers la mort. Et donc, Oui. c'est la mort d'un monde. C'est ça. Et c'est pour ça que dans le traitement, j'ai toujours laissé une bonne partie des plans où je laisse vivre, en fin de compte, ce qu'on laisse derrière soi. C'est ça. Tout à fait. Oui. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, hein, vous nous coupez, etc. Parce que le film, évidemment, il est très... Nonobstant ces silences, cette retenue, je dois dire, il est riche, très 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 riche de l'intérieur, il y a énormément de choses. Alors, en attendant vos questions, hein, je ponctue hein, l'attente. Et quand tu dis la mort d'un monde, parce que c'est effectivement 3 personnages, là, il dit, voilà, là-bas, hein, dans le sud, je regarde les étoiles, etc. Lui, il va un monde fantasmé, sans doute, hein, à Paris. Et puis l'autre, il est déjà parti. Hein, mais électrocuté, lui, voilà, brutalement. La brutalité des 2 autres, on ne sait pas. On ne connaît pas, ça viendra avec les films, hein, les prochains films. Mais est-ce que tu veux dire aussi, le film étant un film exclusivement amazigh, il parle que berbère, c'est aussi lié à ça? Non? Pas nécessairement. Pour le coup, je l'ai fait en kabyle parce que c'est là que ça se passe. Et que paradoxalement, je me réfère à un enracinement, pour le coup. Mais si tu parles du fait que la culture amazigh est morte... Non, je te pose la question. Bah, le constat est... en fait, il a été fait... Enfin, il était à faire bien avant moi. Ça fait longtemps. Il y a eu des petits... Il y a une petite relance dans les années 70 avec... enfin, le paradoxe, c'est que ça se fait toujours ici, enfin à Paris. C'est qu'il y a eu une sorte d'académie qui a été montée avec Mouloud Mahamari, etc. Par la suite, il y avait le printemps berbère dans les années 80. Il y a eu plein de morts pour rien. Et ensuite, il y a eu 2001, enfin les années 2000, le printemps berbère, encore une fois. Épisode 2, plein de morts pour rien. Donc... Et ce qui est marrant, c'est qu'on a officialisé Tamazight bien après tout ça, une fois qu'il n'y avait aucune revendication, parce que les gens, c'est bon, c'est bon. Donc le constat, pour moi, il ne s'agissait pas de ça. Là, la langue, c'est juste la langue de... C'est aussi rapporter la langue à la terre, c'est une partie de ça, c'est la langue de ce territoire-là. D'accord. Okay.
Alors évidemment, le film, il est à la fois, comment on dit, pour utiliser les mots qu'emploient les journalistes, un peu contemplatif, c'est-à-dire voilà, c'est des plans aussi longs, c'est beaucoup de plans séquences, une caméra qui n'a pas la prétention de s'approcher trop des personnages pour essayer de détecter ce qui se joue à l'intérieur de psychologique. Mais il est aussi surprenant. Il y a des moments extrêmement surprenants, et en particulier le moment extrêmement étonnant d'absurdité, d'ironie, d'humour, quand ils vont chercher le malfrat, quoi, le petit chapardeur, et celui qui accompagnait son ami mort, c'est le même, non? C'est le même. Quand ils vont là, ils trouvent ce gardien qui lisait je ne sais quoi, d'ailleurs je n'ai pas fait attention, il lisait un livre, à mon avis, philosophique, etc., et qui commençait à tenir un discours extrêmement délirant, hein, en français d'ailleurs, n'est-ce pas? Un peu, partiellement. Oui, partiellement en français, cassé. Et ça, c'était un moment d'une très grande... Alors lui, il est connu comme... il est connu l'acteur, oui. Ouais. Oui, c'est un comique, non? Ouais, c'est un comédien. Enfin, lui, il fait des one-man shows et tout. Oui, c'est ça. Et en Algérie, il est assez connu. Alors comment tu la situes, cette scène-là dans le film? Parce qu'on parle de mort, on parle etc. On peut avoir l'impression que c'est un film voilà, de triste, etc. Alors que là, il y a un moment où vraiment on rigole, mais vraiment beaucoup, quoi. C'est justement pour briser la pesanteur. C'est que à la base, l'écriture, elle était quand même assez rectiligne. Je gardais la froideur jusqu'au bout. Et cette scène-là, je l'ai écrite relativement tardivement, en fait, en écrivant le film. C'est pendant les repérages que j'ai découvert cet endroit-là. C'est cet endroit bizarre où il y a une sorte de sablière avec une décharge publique juste à côté. Et c'est une sorte de no man's land. Et il y avait, je sais pas pourquoi, pour moi c'était représentatif de ce qui se passe dans ces espaces-là. C'est que toujours une sorte de chantier. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois, mon pays. C'est toujours une sorte de chantier infini. Et à côté, il y a une sorte de décharge infinie. Et il y a cette personne-là qui est gardienne de ce rien. C'est un peu du rien. De rien. Il est gardien du temps, quoi. Il est là sur sa chaise, mais il garde rien. Et il en est conscient parce qu'il leur dit, vous savez. Ah ouais, il le dit. Pas vraiment, parce qu'il dit, il y a le secret professionnel qui me tient. Je peux pas vous dire tout ce qui se passe ici, quoi. Et pour moi, il est un peu. On l'avait, du coup, les lignes de dialogue, on les avait écrites ensemble. Et, avec lui. Ouais. Et pour moi, il est un peu représentatif de certains personnages qu'on croise vraiment dans le réel, où, en fin de compte, ils se foutent de leur gueule, et à la fin, il leur donne quand même l'information. Oui, c'est ça. C'est ça qui est étonnant. Il a dit, le fou, en fait, il a raison. Ouais. Il leur a donné une adresse très, très précise. Ouais. Et donc la vérité, elle est aussi dans la bouche de ces gens-là. Oui. En fin de compte, c'est les plus subversifs. Un peu comme ce film, qui ne ressemble pas beaucoup non plus à ce qui se fait beaucoup, enfin, même si ça peut rappeler certaines choses, enfin, dans le cinéma, en tout cas algérien, enfin, à mon avis, hein, ça c'est mon point de vue à moi, depuis un certain temps, il y a des choses comme ça, mais il est très atypique, ce film, il n'est pas du tout linéaire, il n'y a pas de... Enfin, effectivement, il se passe quasiment rien, quoi. Je veux dire, il va partir, d'accord, et puis voilà, il fait de petites courses, il n'y a rien, puis bon... Et puis le lendemain, il part, à part évidemment cette mort qui est expédiée très, très, très vite. Donc on n'a pas l'habitude, effectivement, de voir ce genre
de film et de considérer que, je veux dire, c'est important alors que ça contient une vérité, enfin, ou des vérités qui sont importantes, essentielles. C'est pas une question. C'est pour te relancer. Je ne sais pas à quel point il est atypique, Mhm. parce que c'est compliqué de faire quelque chose d'atypique à notre époque, sachant la masse de production qu'il y a eu dans tout le long de l'histoire. Mais après, il y a un vol. Hein. Il y a quand même un vol. Mais ce vol-là, on s'en fout un peu d'une certaine manière. Mais pour moi, il servait un peu à ramener un petit peu c'est très ténu. Hein. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai atteint cet objectif-là. Mais de ramener en sous-bassement la question de l'argent. On voit bien les euros quand ils sont comptés Oui, c'est ça. au bar. Oui. Et pour moi, ça relie tout le monde, en fait. Et c'est un peu ça la tristesse du constat, d'une certaine manière. C'est que ce qui relie, même dans ces endroits-là où c'est pas censé être le cas, d'une certaine manière, ce qui relie, ce qui donne une finalité, c'est l'argent. Et on va chercher l'argent tout le long. Et le mec, il est sonné, mais toujours, il faut l'argent. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi le fait que il y a toute cette discussion-là autour de... Enfin, j'ai essayé de mettre ça... Encore une fois, c'est un peu en sous-texte, mais c'est la... D'une certaine manière, j'ai un peu injecté la raison pour laquelle ce mec-là, il part. C'est qu'il travaille 2 ans, il se fait 1005, un truc comme ça. Et voilà, le gap économique est assez violent. Et du coup, voilà la raison pour laquelle les gens partent. C'est pas une histoire d'Eldorado ou quoi que ce soit. C'est... Ouais. Pas d'industrie. Et même s'il y a des gens qui travaillent, bah, ils ne gagnent pas grand-chose. Là, le salaire moyen algérien, là, c'est 30 000 dinars. 30 000 dinars, c'est 100 euros. 120 euros à peu près. 120. 120. 120. Non, c'est pas un RSA. Hein. On n'est pas encore à RSA. Hein. Non, c'est... Du coup, la réalité, elle est là. Ça, ouais. D'ailleurs, on est un peu étonnés dans le film. C'est très étonnant, d'ailleurs, dramaturgiquement. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu cette articulation. On est étonné des liens qu'il y a, qui ne sont pas du tout des liens de causalité d'ailleurs, mais presque de coïncidence, ou je ne sais pas, enfin tu nous diras, entre la complicité, la responsabilité, on va dire, enfin, je ne sais pas s'il est responsable de la mort de son ami, puisqu'il était avec... et l'autre, il m'a dit, oui, c'est lui que j'ai vu partir, etc. Et le fait que ce soit le même qui, dans le café, alors que son ami, l'autre, le troisième, il va vers lui parce qu'il l'a reconnu, il l'a attrapé pour un peu exprimer sa colère contre le fait qu'il il est un peu responsable. Et il se trouve qu'en fuyant, il a encore volé l'autre. C'est très étonnant comme truc, quoi, dramaturgique. Ce personnage-là, c'est un peu le Méphistophélès du... Enfin, non, c'est pas... J'exagère, oui. Mais c'est un peu le... Ouais, c'est un peu l'ombre, c'est un peu le bouc émissaire aussi. Oui. C'est par lui qu'est expiée la colère. Mais j'ai essayé de le construire de sorte à ce qu'il n'y ait pas de jugement moral non plus sur lui. Oui. C'est pas un méchant. Et du coup... Oui, c'est un pauvre type, quoi. Ouais, c'est un pauvre type. Oui. Et du coup, c'était...
vu que c'est un petit village et que j'ai construit la chose enfin, on a limite, parfois j'ai limite l'impression que c'est un huis clos à ciel ouvert, pas grand monde quoi. Et donc il réapparaît là et lui de toute façon on voit où est-ce qu'il vit. Lui il survit. Donc il n'y a pas de hiérarchie des valeurs d'une certaine manière. Il veut pas faire de mal, il survit. Oui, ça. Et donc il est prêt à tout faire pour survivre. Mhm. Mais c'est un peu dans cette idée-là enfin dans cette optique-là que ce personnage-là il existe. C'est un peu. Ouais, oui, c'est vrai qu'il a un côté parce qu'on ne le voit pas beaucoup. En fait, on ne voit pas. Il est presque pas identifiable. Déjà, la nuit, on ne le voit pas. Ensuite, l'autre, il en parle, mais sans qu'on puisse s'imaginer comment il est. Et après, même quand il apparaît, je ne sais pas si vous avez bien... Enfin, il faut bien regarder le film, parce qu'on le voit passer derrière, parce qu'on le connaît, enfin nous, on ne sait pas que c'est lui. On le voit passer derrière, et c'est l'autre qui le repère. En fait, nous, on ne peut pas le regarder, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous dise qu'il est là. Et là, il le repère, on le voit un peu, quand même. Et même, alors, après, évidemment, parce qu'il s'en va très vite, au moment où on s'attend à ce que le cinéaste ou le narrateur nous le montre vraiment, c'est-à-dire au moment où il est arrêté, hein, et bien là, la caméra, effectivement, elle reste... bon, souvent, elle est comme ça, mais sauf dans la famille, sauf à la maison. On le voit très, très, très loin, qu'il le sorte, etc. Ou même quand il se dispute. Et comme si, effectivement, c'était un personnage difficilement identifiable, quoi. Ouais, c'est un peu une ombre. Après, pour la scène où on va aller le chercher, oui. Là, pour le coup, le point de vue qui reste dans la voiture, c'est la manière dont je le conceptualise. Hein. C'est pas nécessairement transmis ou vrai, mais pour moi, c'est la conscience de celui qui part qui reste. Il veut, d'une certaine manière, il veut pas. D'ailleurs, il participe pas. C'est Hamid qui lead l'action. Et lui, il se fait juste porter, en fait. Il est comme un spectre. Oui. Et à la fin, il tire juste son pote, il dit c'est bon, on y va. Lui, limite, il voulait pas être là, d'une certaine manière. Si il est, du coup, c'est comme si sa conscience est restée dans la voiture, quoi. Il est resté à l'écart, il n'est pas allé. Et c'est comme s'il n'avait pas véritablement envie de partir. Pas jusque-là. Non, je dirais pas jusque-là, non. Parce qu'il n'a plus d'argent. Il n'a plus tous les euros qu'il a ramassés pour... Il les a plus. Mais il finit par les récupérer. Oui. Il finit par les récupérer. Mais non, le départ, il est acté. Pour moi, dans ce film, il n'est pas question de rester. Il n'est même pas question du départ ou du rester. Le départ, il est acté. Oui. C'est un donné, initial. Déjà décidé. Oui. Je ne sais pas, vous avez vu le film ou pas? Oui. Alors, vous, madame, vous l'avez vu? Oui, moi je suis bête, j'écoute monsieur. Bah, c'est bien Vous n'en pensez pas moins. Oui, je trouve que c'est toujours admirable de voir comment le mouvement de caméra appuie, je ne vais pas dire le sens parce que c'est banal, mais une intention en tout cas. Par rapport à ce que vous disiez du personnage qui devient fantomatique. Oui, non, mais c'est pour nous, hein, c'est pas... Oui. Oui, voilà, il est fantomatique, ce voleur. Il n'a pas d'existence, en fait. Et il n'a pas de consistance. La petite cahute, elle fait sens, quand même. Quand la caméra arrive sur la petite cahute, ça fait quelque chose. Je ne sais pas quoi. Il y en a qui arrivent à survivre. Enfin bon, c'est pas intéressant ce que je dis là. Comment ? Il ne faut pas le voir comme ça. C'est intéressant ce que vous dites, évidemment. Non, mais je veux dire que par rapport à ce que vous avez à dire.
l'objet, il existe par lui-même. Après, les lectures, il y a des lectures plus pertinentes que celles que je pourrais avoir dessus. Ce qui m'a frappé aussi, y compris dans les autres films, c'est la place du silence. Et vous parliez de l'espace, mais dans le film Désert, le silence, il est extraordinaire. Il donne du sens, bon, pour reparler encore de cette question du sens, mais il donne de la signification, il donne de la pensée, comme dirait Deleuze. Hein. Il n'y a pas que l'image qui donne de la pensée, il y a le silence. Et dans votre film aussi, je me suis dit, tiens, voilà, j'arrive, je débarque, ça fait 3 ans que je n'étais pas venue, et je me dis, tiens, il y a un autre cinéma qui émerge là. Voilà, mais j'ai des conclusions assez rapides en général. Hein. En tout cas, c'est fatal. Mais je maintiens quand même que là, alors ça pose toute la question du rapport entre un individu qui capte une énergie collective et cette énergie collective qui va rejaillir, et toutes ces circulations énergétiques que je trouve intéressantes, parce qu'on a toujours tendance à faire d'un individu un héros ou un individu seul, alors qu'il est capteur de quelque chose. Et dans votre film aussi, ça m'a saisi. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de capter, ce cinéaste. Voilà. Donc, merci. Enfin. Merci à vous. En tout cas, ce qui est... Oui, il y a quelqu'un qui... En tout cas, ce qui est très... je te dis ce que je ressens, ce que j'ai ressenti. Évidemment, chaque plan presque est une séquence, enfin chaque séquence presque est un plan, hein, littéralement, presque. C'est des films en plan séquence, et c'est pas un jeu, c'est pas parce que bon, il est de bon temps aujourd'hui de faire des plans séquences, etc. Voilà, bon. Mais là, effectivement, on est très très surpris, connaissant l'Algérie déjà, le cinéma et le cinéma algérien. Et l'idée que l'on se fait, parce qu'un film se fait toujours par rapport à... Il donne une représentation qui est toujours, qui se définit toujours par rapport à l'idée générale que l'on se fait. Moi, je l'ai vu dans certains autres films. Le fait, ce silence dont vous parlez, outre le fait que nous, on est là aussi pour le remplir, aussi pour essayer de comprendre, on a l'impression, parce qu'il y a cette histoire de mort qui me paraît, moi, essentielle, enfin, je veux dire, dans le film, tellement filmé de cette manière-là, avec deux tons, l'électrocution proprement dite, quand était dans le noir. Et à mon avis, s'agissant de l'Algérie, semble faire écho à cette histoire-là, d'un pays qui, à des moments différents, a vécu des moments des drames incommensurables, quoi, je veux dire, etc., tels que ce serait presque indécent de raconter ce qui s'est passé. Du coup, voilà, on est là pour vraiment sentir enfin, l'ampleur du drame. Et je trouve qu'effectivement, c'est pas seulement d'ailleurs les silences, la distance et la durée du plan, c'est-à-dire la caméra qui, sauf, on va revenir à la famille, sauf par rapport à la famille. Alors le dernier plan, il est absolument magistral. Le tout dernier, enfin, vous n'avez pas vu, c'est le plan du départ, hein, parce que là, qui reprend le plan du début, avec la même presque échelle de grosseur, et puis on le voit partir, on ne l'accompagne pas, et puis jusqu'au moment où la voiture elle s'arrête, elle attend jusqu'au moment où il prend la voiture et il s'en va. C'est un plan absolument incroyable, quoi. Est-ce que on aurait pu l'appeler le départ, non? Ça aurait été un peu banal, un peu débile. Ça aurait été trop littéral. Distributeur, c'est trop littéral. Oui, c'est ça. Oui. Mais concernant les plans séquences, j'avais fait un découpage qui était un peu plus à découper. Et la forme qu'il a pris, elle s'est imposée au tournage, en fait. Ah. Justement, j'avais commencé par tourner ce plan-là. Le dernier. Oui, il arrive jamais à la voiture. Ils finissent par y arriver.
Et c'est ce plan-là qui a fixé le rythme du film. Et je me disais, ouais, je voulais pas faire défiler le générique à ce moment-là, etc. Je voulais qu'on aille jusqu'au bout. Genre qu'on le voit aller jusqu'au bout, même si ça devait prendre... là, ça prend 3 minutes et demie, un truc comme ça. Même si ça devait prendre du temps, je voulais qu'on aille jusqu'au bout. Et du coup, j'ai simplifié beaucoup plus le découpage que j'avais. Et c'est comme ça que ça s'est construit de cette manière-là. Après, les silences, c'était là dès le départ. Dans l'intention, c'était... pour moi, c'était vraiment le... S'il y a trois notions qui porteraient cette histoire, ça serait l'espace, le temps et le silence, quoi. Je voulais vraiment qu'on voit l'écoulement du temps dans cet espace-là. Parce en fait, c'est comme si le temps, il s'est un peu soulevé. Il s'écoule pas avec les saisons ou un truc comme ça. Il flotte, quoi. Il est flottant. Il n'est pas comme ici, où il est... enfin, du moins dans les villes, où il est très quantifié. Donc, il est réifié. Et il n'est pas non plus comme des espaces où, même ici, je sais pas, en plein milieu de l'Ardèche ou de l'Ariège ou je sais pas où, en fin de compte, il est plus relié à, on va dire, au cycle du temps normal qui s'écoule sans nécessairement être quantifié. Il est à mi-chemin. On n'est pas encore suffisamment capitaliste pour quantifier jusqu'au bout, et on n'est pas... Et on n'est pas en dehors on est dans la machine. On n'est pas dans le tiers-monde, on est dans la machine. Et du coup, on est à mi-chemin, quoi. J'ai essayé un peu de capter ça. Évidemment, avec la fin, avec des chansons, là, il est question, alors je ne sais pas, vous le savez ou vous ne le savez pas, je ne sais pas si c'est la dernière, parce que l'un des deux chanteurs dont on entend les chansons, elle a été assassiné pendant la décennie, c'était en 98. Hein. Et c'est lui dont on entend la première. Ah oui, c'est la première, oui, voilà. Mais pas la dernière. Non, la dernière. Ouais, voilà. Donc ça, c'est bon à savoir aussi, parce qu'on voit aussi son portrait, on voit son portrait chez lui. Alors, venons-en maintenant, si tu veux bien, à la famille, le rapport à la famille, parce qu'effectivement, il y a ce qui se passe dehors, enfin tout, et puis ce qui se passe dans cette maison, le rapport à la mère, le rapport au père, j'allais dire au chat, parce que ce qui est très important, c'est ça. On parlait des chats. Hein. Le chat, je ne l'avais pas casté, il est arrivé tout seul. Ouais. Et c'est drôle, parce qu'on a l'impression qu'il joue. Il habite là, en fait. Oui. Il habite dans cette maison-là. Oui. Du coup, il apparaît quand il voulait. Oui. Et du coup, c'était un don de sa part. Il a participé. Oui, il a participé généreusement à ces plans-là. Quoi. Oui. Et il a ajouté un coefficient d'intimité par rapport à la famille. Non, pour moi, il a plutôt... Oui, il y a une partie de ça, mais pour moi, il a plutôt amplifié l'aspect documentaire qui est un peu dans le film. Oui, oui, tout à fait. Et alors, je suis étonné aussi par le père. Il m'étonne beaucoup, ce père. Il m'étonne beaucoup par sa façon d'être, comment il s'assoit, comment il mange, comment il demande. Et puis sa femme qui lui dit, tu fais pas ceci, tu fais pas cela, arrête. Puis tu répètes toujours la même chose, etc. Comment il a conçu ce rapport à la paternité? Il est quand même... Il est ce qu'il est. Je sais pas vraiment quoi dire. Hein. Je suis parti de mon vécu un peu, d'une certaine manière. C'est un peu... j'ai l'impression de l'avoir vu dans plusieurs familles, ce truc-là, où il y a un peu ce rapport-là, un peu bizarre, entre les parents qui vivent depuis longtemps ensemble et qui se connaissent un peu trop, quoi.
Et du coup, il y a le père, il est là au début pour, d'une part, pour prévenir son fils que C'est ça, c'est pas l'Eldorado, quoi. c'est ça, oui. Tu sais ce qui t'attend. Et l'autre, il dit, ouais, je sais ce qui m'attend, mais Oui, et je connais un peu trop ici aussi. Il laisse sa mère, il lui dit laisse-le continuer. Quand elle voulait le couper, il dit oh, tu vas pas quand même répéter Ouais. la même chose. Ouais. Ouais, du coup, lui, il est là un peu comme le conseiller conjugal, quoi. et en fait, ouais, le père, il est là pour d'une certaine manière, pour dire qu'il sait. Oui, c'est ça, oui. Il sait, oui. Il, Oui, c'est une mémoire. il prend une C'est comme posture, quoi. Parce qu'il il lui rappelle des choses comme une mémoire. Mais c'est une mémoire. Ouais, Oui. c'est surtout une mémoire de ceux de la génération qu'il a connue lui C'est quand ça. il était jeune, quoi. Mm. Et du coup, il vient amener ça sur ce point-là. Ensuite, il a une sorte de... Ouais, il a une sorte d'affection qui est parfois limite plus explicite que celle de la mère, où c'est lui qui demande à Hamid de ramener de faire de l'huile d'olive pour qu'il l'emporte. En fait, c'est lui qui va essayer de... Enfin, il essaye pas de convaincre son fils de rester, hein, mais il essaie de lui montrer ce qu'il y a. C'est ça. Il dit, ah ouais. Et la mère, elle essaye pas, elle manifeste totalement ce qu'il y a. Enfin, elle prend soin de lui jusqu'au bout. C'est ça. Et C'est pas elle qui lui demande d'amener du lait? si, c'est elle qui lui oui. demande. Ouais. En fait, il lui ramène son lait, du coup. Oui, c'est ça, c'est très drôle parce que la mère, c'est la mère qui donne du lait en fait Ouais. à l'enfant. Hein. Et là, du coup, elle lui dit, tu n'oublies pas, et c'était important, parce qu'il lait. est arrivé en retard et il fallait qu'il amène le lait Ouais. à sa mère. Bah, c'est... il y a un peu cette symbolique-là du lait, mais en fait, le truc, c'est surtout que après toute cette journée-là, il n'a pas oublié sa mère. Oui, c'est ça, oui. Il n'a pas oublié sa mère. Et du coup, il ramène, mais il ne le boit pas, le lait. À la scène du petit déjeuner, il ne le boit pas. Oui, parce qu'il est beaucoup question du lait au café. Tu prends du café au lait, pas de lait, j'ajoute du lait ou pas. Ça, c'était pas écrit. Hein. Ah, c'était pas. C'était venu beaucoup comme plus ça, simple. Ah, oui. C'était beaucoup plus simple que ça à la base. C'était beaucoup plus Ah oui. silencieux, Oui. mais ils ont eu du mal un peu à rester silencieux. Du coup, ça a donné ça. Oui. Où c'était, en fin de compte, il y avait ce sourire-là de la mère qui regarde le chat sortir à la fin, et il y avait des silences quand même qui ponctuaient. Après, il y a toute cette idée-là aussi, entre... à la base, il y a quand même des références au café et au lait. Mais oui, d'une certaine manière, c'est le fils qui prend le café, du coup, qui refuse le lait, qui part, et le père qui reste toujours dans cette dépendance-là, un peu mari-enfant, quoi. Oui, qui prend le lait. Oui. Alors que c'est pas écrit. C'était pas écrit comme ça. Oui. C'était encore plus silencieux que ça, normalement. Oui. Mais ça fonctionne bien comme ça. Oui. Bon. Merci Mouloud, merci beaucoup pour ce film. Merci. Vraiment magnifique. Je vous recommande mais vivement de le voir. Tu es là jusqu'à quand encore? Dimanche. Ah ben voilà, donc vous pouvez toujours, après le film, l'accoster, lui poser des questions. Hein. Merci à vous. Merci. Voilà, et à demain.